Bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de l'entreprise Pixel Guru. Aujourd'hui, cet épisode-là est commandité par l'entreprise BDC Solutions, donc le BDC le plus performant du monde automobile. Donc, aujourd'hui, je reçois Charles Barry, qui est le directeur des opérations du groupe Spinelli. Je suis vraiment content de le recevoir. Aujourd'hui, on va parler du sujet des suivis, qui est quelque chose qui est crucial dans le monde automobile. Donc, bonjour. Comment ça va, Charles? Ça va super bien, merci. Toi? Ça va super bien, merci. C'est la première fois que l'invité, je pense, me retourne la question. Ben, un peu de politesse, ça fait jamais de mal. Mais merci beaucoup. J'aimerais que tu prennes un petit 5 minutes juste nous expliquer un peu ton parcours, de où tu viens, puis qu'on comprenne pourquoi tu es rendu le CEO ou le chef des opérations du groupe Spinelli, qui est quand même un groupe de performance et d'excellence dans le monde automobile. Là. C'est la place à être, j'admets. Cheers écoute, pour commencer. Cheers. J'ai commencé dans l'automobile à 17 ans. Écoute, c'était assez drôle. Ça faisait une couple d'années que je travaillais genre chez Renault Dépôt, Costco les étés, et je me cherchais une job qui était moins forçante, en tout cas dans mon esprit. Donc, j'avais vu au cégep une annonce dans le job board qui demandait une réceptionniste dans un concessionnaire Chrysler dans l'ouest de l'île. OK. J'ai appliqué. Toi, tu t'es dit, c'est pour moi, ça. Ben, je me suis dit, c'est à l'intérieur, c'est climatisé, puis j'ai pas à lever des 2x4. C'est ce que je m'étais dit. Raisonnement. Ben, il y avait une logique. C'est vrai. J'ai appliqué, j'ai pu rencontrer le vice-président à l'époque qui m'a dit, écoute, les ressources humaines, c'était différent il y a 25 ans. Là. Ouais. Fait qu'il m'a dit que je paraîtrais pas bien en jupe. Fait que, il allait m'offrir une job. Regarde, ça passerait plus aujourd'hui, ça. Non. C'est à ne pas dire. Il faut pas aller là. Donc, il m'a engagé un peu comme commissionnaire. Je faisais un peu gars de cours. J'étais quand même bien en maths. Donc, j'ai commencé à faire les commissions des représentants. Okay. Je pouvais me débrouiller. Donc, je faisais des appels, des trucs entre concessionnaires, des échanges. Et l'été a passé. J'ai remis ma démission pour retourner à l'école. Il m'a offert une job de vendeur. OK. J'ai dit non. Parce que je me disais que j'avais une éducation à avoir. Je voulais m'en aller en médecine sportive. OK. C'était comme loin. Donc, moi, je m'en allais. Il m'a gardé. Il a dit non, tu vas travailler les soirs. Tu vas travailler avec ce monsieur-là dans le coin. C'est notre FNI. OK. Fait que j'ai commencé à devenir un FNI à temps partiel. OK. Fait que j'ai fait ça tout au long de mes études. Et à un moment donné, mes études ont changé de direction. J'ai décidé d'aller vers la finance à l'université parce que, justement, j'aimais énormément ce que je faisais. Okay. Et très sincèrement, c'était super payant. Oh, j'imagine. Ouais. Donc, le temps a passé. Je me suis retrouvé dans un second concessionnaire Chrysler. Où, avec le temps, je suis devenu directeur des ventes, directeur général des ventes et directeur général. On est devenu le plus gros concessionnaire Chrysler dans l'est du pays. OK. C'est quoi le concessionnaire? Peux-tu en parler? Oui, c'était Demel Chrysler, à Laval, sur la 440. OK, ouais. Fait qu'on est passé, écoute, j'ai commencé, je pense qu'on vendait 500-600 voitures neuves. On a monté ça vers les 1500, dans le 1000, dans l'usager. On roulait. On est devenu, comme je te dis, le plus gros dans l'est du pays, le plus gros au Québec. On a lancé Fiat quand Fiat venait de commencer, puis c'était une voiture à considérer dans le temps. Ouais. On est devenu le plus gros Fiat au Canada. J'ai eu l'opportunité par la suite de me joindre à Auto-Canada, un groupe public. Je voulais essayer quelque chose de complètement différent que un genre de très, très petit groupe, même concessionnaire unique. J'ai eu la chance de travailler avec eux. J'ai été en charge de monter un département FNI. On est devenu ultra performant. Probablement le plus performant dans le pays au niveau des marques de luxe pour le groupe Auto-Canada. Rien de moins. Oui, non, rien de moins. On est allé humblement, mais il y a eu, en tout cas... Un bon success story. Oui, c'était le fun. Et quand j'ai eu la chance de me joindre à Spinelli, c'était une opportunité à ne pas manquer. OK. Tu sais, Spinelli, pour moi, je viens de l'ouest de l'île de Montréal, je voyais leurs collants partout. Ils sont en affaires depuis tout près de 100 ans.
Et quand j'ai passé mon entrevue avec, d'ailleurs, Mathieu Spinelli, notre vice-président exécutif, mon patron, François, qui est le vice-président des opérations et la directrice principale des ressources humaines à l'époque, je me suis dit, il faut absolument que je travaille ici. OK. On entend souvent tu sais, nous, les employés, c'est important. On s'occupe de ça. Et 30 secondes plus tard, on voit le contraire en action. Ouais. Ça, c'est un peu symptomatique de notre industrie, malheureusement. Ouais, surtout dans l'automobile, c'est vrai que c'est un milieu qui a besoin de se faire redorer un peu. Là, Tout à fait. Besoin d'aide à ce niveau-là. Il y a eu des temps plus difficiles. Ouais. Mais chez Spinelli, c'est réellement ça. Et je l'ai vu dès mes premiers temps. J'ai été embauché comme directeur général chez Spinelli Lexus à la Chine. Et mon patron à l'époque était Mathieu Spinelli et c'était extraordinaire. J'ai vu des choses que je mettais moi-même en place, mais que je n'avais pas nécessairement vécu pour moi. L'autre côté de la... Exact. Fait que c'est une place extraordinaire. Okay. Donc, 4 ans sont passés. OK. Et c'est à ce moment-là, Lexus a cumulé quelques accolades. On a gagné le prix de l'excellence 3 ans d'affilée. Les chiffres ont explosé. Ça s'est super bien passé. Donc, j'ai été offert le poste de directeur des opérations des ventes pour les véhicules neufs au sein du groupe. OK. Et c'est le défi dans lequel je suis présentement. Sharp. Félicitations. Merci. Méchant beau parcours de kinésiologue, non pas kinésiologue. Médecine sportive. Je me disais que j'allais travailler genre pour les Bulls ou quelque chose, tu sais, à guérir les genoux, mais ça... C'est quand même sharp. Ça a été quand même une belle carrière, mais celle que tu as là est excellente. C'est vraiment... J'ai pas à me plaindre. Ouais, c'est impressionnant. Félicitations, vraiment beau parcours. Puis j'imagine que le succès de Spinelli vient des suivis. Je pense que c'est là, c'est le corps. C'est sûr et certain que l'expérience client, c'est archi important, mais le suivi en fait partie intégrale. Ouais. En fait, c'est probablement la partie la moins sexy de tout domaine de vente au détail. Que personne ne veut faire, en fait, surtout. Oui, exact. C'est pas... Tu sais, c'est quand on est dans la phase suivie, on s'est déjà fait dire non une fois, qui fait mal à l'orgueil. Ouais. Surtout l'orgueil d'un vendeur. Et j'utilise le titre masculin par simplicité, mais quelqu'un qui vend, on se fait dire non souvent. Et c'est facile à ce moment-là de dire, il va en avoir un ou une prochaine. Oui, exact. Puis surtout quand tu commences à être relativement bon, que tu fais des bons salaires, souvent, tu sais, c'est pas grave si je la manque celle-là. Là, il va en avoir un autre, mais quand tu es en haut assis dans la chaise de gestion, c'est comme non, mais on peut pas le manquer. Là. Pourquoi on le manquerait? On n'a pas une raison logique de le manquer. Là. Justement, au fil des années, j'ai eu énormément de chance. J'ai été exposé à plein de gens, plein de formations. Et un des trucs qui m'a marqué, c'était un auteur, Leonardo Inglieri, qui était vice-président de Disney, qui avait créé une partie de l'expérience Disney. Il avait décrit que toutes les entreprises, toutes, sans exception, qui vendent, devraient avoir 4 trucs fondamentaux vraiment clés. Et le premier, c'était de garder tous ses clients. OK, la rétention. Exact. Donc, j'y ai repensé et ça m'a rentré complètement dans la tête. Une entreprise qui va réussir, tu ne peux pas réussir sans garder tes clients. Ouais. La deuxième phase, c'est l'acquisition. Tu peux aller en chercher des nouveaux quand tu gères bien les tiens. Oui, totalement d'accord. Parce que ça coûte, je veux dire, vous le savez tous, là, on vit dans un monde maintenant qui est complètement numérique, donc on dépense des fortunes. Maintenant, au moins, elles sont mesurables, mais pour attirer des gens vers nous. Pour donner une mesure un peu là, à quelqu'un qui ne sait pas vraiment, vous dépensez combien dans le groupe, mettons, en marketing numérique? Est-ce que tu sais à peu près le montant? Ça va être dans les 7 chiffres. C'est immense. C'est énorme. Le monde ne comprenne pas à quel point souvent les concessionnaires, c'est des grosses machines et qu'il y a énormément d'argent qui se roule en arrière de ça. Là, c'est incroyable. Et on n'est pas le seul domaine parce que si on considère tous les domaines où le suivi pourrait être pertinent, tout ce qui est vente de gros objets, que ce soit piscine, spa, moto, Rolex, peu importe, c'est pas nécessairement des décisions qu'on prend première visite. C'est des investissements ou des dépenses, souvent, mais des dépenses majeures.
et de dire qu'aujourd'hui, je te rencontre pour la première fois, c'est sûr que je te vends parce que sinon, personne ne va te vendre jamais. Non, c'est ça. Fait que, bye. C'est pas vraiment une option quand tu dépenses ces sous-là Non, pour attirer de la pour clientèle. la majorité des gens, tu t'achètes pas ça impulsivement comme ça. Là, Non. Tu vas y penser, tu as besoin d'une couple de jours, faut t'en parles peut-être à quelqu'un. On apprend à contrer ces arguments-là là, en 100, vente, évidemment, là, pour 100%. essayer de forcer un peu la vente on the spot. Et c'est l'objectif. Je Mais peux pas le nier. il reste quand même des gens logiques qui vont retourner à la maison et prendre le temps d'y penser et d'analyser leur budget et d'analyser ça. Puis ils font peut-être un magasinage avant de faire ça. Qu'ils vont voir les modèles qui les intéressent. Puis après ça, ils vont décider qu'est-ce que ça fait-tu, ça fait pas. Puis, ça s'est fait physiquement pendant des décennies. Aujourd'hui, les gens, on le sait, ils sont archi-avertis, ils ont fait leurs devoirs, ils ont fait leurs recherches. Quand ils sont rendus à la phase de nous contacter, que ce soit par l'entremise de nos sites ou par téléphone ou en personne, ils sont quand même relativement avancés dans leur démarche. Ouais. Ceci dit, les gens veulent se faire rassurer que leur propre raisonnement est bon. Donc, d'où vient l'importance, justement, d'avoir une belle expérience en concession en ligne au téléphone, mais aussi d'être reconnaissant du fait que la décision ne se prendra peut-être pas aujourd'hui. Ouais. J'avais peut-être pas pensé que le banc arrière est un petit peu plus serré que je pensais ou la roue n'est pas exactement comme je l'avais vu en ligne, la couleur n'est pas exactement ce que je pensais ou tout simplement, comme tu disais, je veux en parler à mon frère, cousin, collègue. Ouais. Se faire rassurer. Par une personne qui n'a pas tout l'appât du gain de la vente. Oui, exact. Parce qu'on peut faire la plus belle job, mais les gens le savent très bien. On est payé pour leur vendre une voiture. Exact. Notre opinion, malgré qu'il peut être très qualifié, il est largement biaisé. Non. On a tout à gagner. Oui, c'est sûr. Donc, si on fait une belle job en concession, on se mérite un suivi. C'est certain que si on ne fait pas ce qu'on a à faire au premier point de contact, peu importe lequel, c'est très, très difficile de faire un suivi efficace. Ouais. Mais si on investit ce qu'on investit en formation, en consultant, en ci, en ça, on prend pour acquis que quand les gens viennent nous voir, on fait une bonne job. Puis là, je parle globalement. Ouais. Mais passé ce point-là, la vieille statistique, c'était 18% des gens achètent la première fois qu'ils rentrent en concession. Okay. Ça veut dire que 82% des gens n'achètent pas. Ouais. C'est une large majorité. Donc, on doit être, habitué à la réjection. Tu sais, se faire dire non, c'est notre quotidien. Il faut être prêt à ce moment-là de devenir la personne à qui nos clients pensent. Quand ils pensent auto, il faut qu'ils pensent à moi en tant que vendeur. Ouais. Puis ça, c'est le suivi. Fait que c'est là que ça embarque. Si on n'est pas là quand le client a besoin de nous, c'est pas nous qui va avoir le mérite de cette vente-là. Ouais. Je suis convaincu qu'effectivement, il y a une très grosse partie qui reste du timing dans tout ça. Là. C'est sûr. Justement, d'avoir un suivi. Puis on parlait, je me souviens plus dans quel épisode on parlait de ça, mais mettons, moi j'utilise un système avec nos clients qui, justement, pour les prospects, les gens qu'on commence une discussion, qu'on voulait avoir un peu plus d'informations, mais peut-être que ça tombe mal là en ce moment. C'est sûr. Mais toi, des suivis, nous, on a un système automatique avec des tokens, ça vient vraiment personnaliser, mais les suivis peuvent être étalés. Tu peux dire, recontacte-les, renvoie un petit courriel de suivi dans 6 mois. Tu fais 3 jours, un autre 3 jours, un autre 6 jours, un autre 2 semaines, après ça, 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Tu peux en faire des suivis. Aujourd'hui, avec la technologie, tu peux faire des suivis pendant 1 an de temps sans même lever le doigt une fois. Là, c'est sûr que quand on parle de détails, d'aller vers l'automatisation, c'est certainement, encore une fois, une façon qu'on aide nos gens, mais c'est plus de notre côté, on va vers l'automatisation des rappels. Mais le suivi, pour qu'il soit réellement efficace, doit être personnalisé. Ouais. Et il doit être temporel, comme tu dis. Ouais. Tu sais, je reviens, quand on parle statistique, la moitié des gens qui nous contactent, peu importe la porte par laquelle ils rentrent, vont acheter en dedans de 5 jours. Ah ouais, OK. Mais c'est combien, excuse? La moitié. La moitié? En dedans de 5 jours. Okay. Mais ça ne veut pas dire la première journée, première des choses, mais c'est en dedans de 5 jours. Il y a un engagement.
Mais la moyenne, et là, je recule d'un an selon Google Analytics, le temps d'achat entre premier contact et achat est de 67 jours. Ah ouais. Donc, je ne suis pas mathématicien, mais si la moyenne achète, 50% achètent tout de suite, mais la moyenne, c'est 67 jours, ça veut dire que peut-être que les gens vont loin dans le temps. Ouais. Surtout aujourd'hui, avec cette merveilleuse pandémie, mais on a plus de temps devant nos écrans. Ouais. On envoie peut-être des demandes plus rapidement pour se divertir, s'informer pour quelque chose qui va venir plus loin parce qu'on peut plus sortir ou être avec nos amis. Fait qu'il faut bien occuper le temps à un moment ou à un autre. Ouais. Donc, le suivi, c'est vraiment la différence entre une business qui va réussir et une qui va être éventuellement, elle va passer le momentum et tomber. Le suivi, c'est la clé fondamentale de tout. Puis si... est-ce que tu es capable de me donner un exemple où, là, je ne sais pas si tu veux partager ta recette secrète de chez Spinelli, mais comment toi tu vois le suivi optimal au sein d'un concessionnaire? Si le client passe, vient en concession, dit OK, je dois en parler à ma femme ou ou à mon mari ou peu importe, là, je dois en parler à quelqu'un. Ouais. Puis quitte le concessionnaire. C'est quoi, à partir de là, c'est quoi selon toi le suivi optimal? Bon, ça... et oui, j'ai aucune gêne à partager quoi que ce soit au niveau recette parce que ça revient toujours à quelque chose que j'ai entendu il y a des années. Dans l'automobile, on ne manque aucunement de connaissances. Ce qu'on manque, c'est de l'exécution. Fait que partager, il n'y a pas de stress. Ouais. Le suivi doit être basé sur ce qui s'est passé lors de la visite. Okay. Quand on rencontre ou on parle à quelqu'un la première fois, on se doit, quand on fait une qualification ou une confirmation des besoins, on se doit d'aller chercher le maximum d'informations possible. On est là pour vous conseiller nos gens, conseiller nos clients à acheter la meilleure voiture pour leurs besoins. Il faut les connaître. Il faut connaître leurs enjeux, leurs échéanciers. Donc, ça part là. Maintenant, ceci dit, c'est génial, dès que quelqu'un parle, d'y envoyer un petit coucou, merci, j'apprécie, c'est certainement une meilleure pratique. Un suivi le lendemain, indépendamment de ce qui s'est passé en concession, est fortement prescrit aussi. Donc, on the spot, quand la personne quitte la porte, courriel, merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir pris de m'avoir pris en considération d'avoir pris la marque Lexus en considération pour votre prochain véhicule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi, 100%. Rappelez-moi. Puis le lendemain, t'en fais un autre. La raison du immédiat, c'est que la commodité la plus rare, la denrée la plus rare de nos jours, c'est le temps. Quelqu'un est venu nous voir, il nous a donné son temps. Ouais. Il faut en être reconnaissant. Il aurait pu le donner n'importe où, à n'importe qui. C'est moi qui l'ai eu. De ne pas dire merci, c'est impensable. Maintenant, le lendemain, c'est que souvent, on va avoir discuté de 1001 choses, mais là, j'en ai une nouvelle. J'avais oublié de poser une question en tant que client. Non. Tu reviens avec une question. Non, mais en fait, c'est le client, souvent, le suivi le plus facile le lendemain, c'est, écoute, on s'est rencontrés hier, je le sais que tu m'as dit que ça se faisait dans 1 mois, 1 an, 6 ans, peu importe, mais normalement, quand on échange autant d'informations, il y a souvent des nouvelles questions qui se développent durant la nuit. En as-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert que tu aimerais savoir pour mûrir ta décision? Ah, c'est un bon email. C'est encore mieux si c'est un appel. Ouais. Les emails, c'est la chose la plus facile à envoyer. Surtout aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, nos CRM, nos systèmes. On a des super beaux textes qu'on peut envoyer sans même y penser. Mais il n'y a rien de plus efficace que le contact réel. Qu'est-ce que tu penses des textos? C'est génial. Ouais. Ben, le courriel d'il y a 10 ans, c'est le texto d'aujourd'hui. Ouais, exact. C'est ce que je pense aussi. Aujourd'hui, un email, s'il y a plus que comme 2 paragraphes de 4 lignes, il est trop long. Ouais. Puis un texto, mais aujourd'hui, c'est presque une image. Fait que on est là. On n'a pas le choix d'aller là. Effectivement. Puis il y a beaucoup plus de gens. Évidemment, quand tu travailles avec un courriel dans la vie, évidemment, ton courriel, c'est comme un message texte ou presque. Là. En général, tu vas l'avoir en notification parce que tu vas en avoir besoin. Mais tous mes chums qui travaillent dans la construction, envoyer un courriel, voir, attends qu'ils te répondent, tu vas attendre longtemps, maudit, là, il n'y a jamais de notification, il ne regarde jamais ses courriels de sa vie. Là. Il y a ça, puis l'autre chose, c'est que on est rendu qu'on s'abonne à tout.
Tu sais, tu achètes de quoi à l'abbaye, bien là, tu t'abonnes pour avoir ton 10 puis blablabla. Fait qu'à un moment donné, si ton seul moyen de suivi, c'est le courriel, tu vas tomber dans une vague de courriels complètement mercantiles qui n'ont pas rapport. Dans les junk. Puis ça va juste être comme... Même si tu n'as pas été filtré automatiquement, tu vas te faire mettre de côté. C'est comme... c'est une affaire de char. Ouais. Tu sais, j'ai déjà liké Lamborghini Mondial. Il m'envoie une photo. Fuck off. Tu sais, c'est... Fait que le courriel, oui, c'est certainement une excellente façon de suivre, surtout si on a des trucs plus techniques, plus longs, des soumissions à envoyer. Des flyers. Ben, si on est rendu à envoyer des chiffres, des propositions, c'est sûr que le courriel, c'est le moyen le plus efficace, mais passer ce point-là, juste envoyer des courriels à répétition, c'est tomber dans le piège de dire « j'ai fait mon suivi ». Ouais. Mais je l'ai fait pour qu'il soit fait. Là. Je ne l'ai pas fait pour me prendre un rendez-vous ou solidifier une relation avec un de mes clients. Je l'ai juste fait. Ouais. Tu peux plus m'en parler, boss. Mon directeur peut me dire... Exact. S'il me demande la question, je dis que je l'ai fait, mon suivi. Regarde dans mon CRM, tout est fait. Tout est fait. Ben, tu as pris combien de rendez-vous? Ben, 0. C'est génial. Donc, c'est l'autre piège. Tu sais, un suivi qui n'amène aucune valeur à la personne avec qui on le fait ne devrait pas être fait. Oui, totalement d'accord. C'est quelque chose que... Puis c'est commun dans la majorité des entreprises, là, puis beaucoup dans le monde automobile, mais dans toutes les entreprises, c'est... Si tu n'ajoutes pas de valeur si tu donnes pas de la valeur à la personne à qui tu envoies de l'information que tu essaies de contacter, ça, c'est terminé. Tu perds de la crédibilité, tu perds de... Mets un petit quelque chose de « Hey, on s'est vu hier, j'ai pas pensé, on a une vidéo sur la Lexus un tel, je te le mets en lien ici si tu veux le voir, il est vraiment cher puis on tripe bien gros au concessionnaire. » Un détail, mais qui fait que la personne a au moins envie d'ouvrir le maudit courriel de le lire. T'sais. Non, mais c'est exactement ça. Donc, les gens tombent aussi dans le piège de la technologie, ils investissent des fortunes et des fortunes dans des systèmes, puis après ça, ils se bâtissent des trucs parfaits, puis là, ils suivent. Mais sans, tu sais, on tombe dans, encore une fois, est-ce qu'on le fait pour le faire? Tu sais, on check the box, ou est-ce qu'on le fait pour générer de la business? Donc, c'est clé, justement, quand on communique à quelqu'un, d'avoir capturé l'essence de la conversation initiale et de la ramasser où elle était puis de l'amener au prochain point. Ouais. De retoucher sur ce qu'on a vu, renchérir et avancer le dossier. Si on ignore ce qui s'est passé, on est insultant envers les gens avec qui on travaille. On abuse de leur temps, puis c'est vraiment pas acceptable, finalement. C'est là où le suivi peut être un contre-productif, finalement, dans l'atteinte de nos objectifs. Puis ça fait quand même un bon bout que j'ai pas travaillé dans un concessionnaire. Ça fait quelques années. Puis que moi, les CRM n'étaient vraiment pas si présents, mettons, qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, puis là, je me base sur mon expérience à moi avec Pixel, avec le système qu'on utilise, justement, tu sais, parce que les courriels, les séquences, on appelle ça des séquences de courriels, dire, OK, je veux que ça renvoie un courriel à monsieur dans X nombre de jours, puis, tu sais, il y a moyen de le personnaliser avec son nom et compagnie. Moi, je pense qu'il faut pas que ce soit trop parfait, il faut que ça reste quand même sharp. Puis, il y a on faisait des séquences, mais les séquences, on les planifie, nous, avec... On rentre des informations, justement, personnalisées. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le modèle, au moins, du véhicule que le monsieur est venu voir, la madame est venue voir, et compagnie. Des trucs personnels. Tu mets des blanks à remplir, en fait, là, pour que le formulaire soit normal. Mais on est capable... Nous, on faisait... Ça envoie le courriel, mais ça te crée aussi une tâche qui est d'appeler le client. Puis tu dois appeler à travers le CRM. Nous, on utilise HubSpot, là, qui est pas utilisé dans le monde. Mais moi, je l'utilise personnellement aussi pour mes suivis avec les gens avec qui je travaille. J'utilise HubSpot. Ah ouais, OK. Qui est incroyable. Oui, il va super bien. C'est un excellent système. Là, Vraiment, là, j'ai été surpris. Ouais, j'adore. Fait que, non... mais est-ce que c'est possible dans l'automobile? Dans les 100%. Je veux dire, il y a 1001 systèmes. Nous, on en a choisi un qu'on a pu vraiment personnaliser. 1001 différents scénarios de suivi.
C'est quoi le système que vous utilisez? Nous, on utilise un produit américain fourni par Cox Automotive qui s'appelle Vin Solutions. OK. Et il est intégré à plusieurs autres de nos systèmes qu'on utilise en concession, dont notre système d'évaluation, le système de prise de rendez-vous au service. Donc, ça permet vraiment au conseiller de savoir où est son client en tout temps. OK. Et on a pu personnaliser des cédules de suivi pour chaque situation inimaginable, que ce soit un appel, une première visite en concession, un be-back, un lead Internet, quelqu'un qui nous dit « Ah, peut-être bientôt, ben, on a une cédule pour ça. Quelqu'un qui nous dit « Dans longtemps, on est prêt. » Tu as une séquence pour ça aussi. Quelqu'un qui vient nous voir, puis malheureusement, il y a une équité négative de 25 000, ben, on a une séquence pour ça aussi. Tu sais, c'est inutile, encore une fois, de brasser cette personne-là à tous les jours pour lui rappeler qu'ils sont dans une mauvaise position. Non, je suis pas d'accord. Fait que oui, effectivement, et c'est rendu assez poussé. On peut insérer des vidéos, des photos de véhicules, des brochures électroniques, fournir une liste d'alternatives. C'est vraiment très, très complet. C'est ça que vous utilisez au sein du groupe pour optimiser la partie suivie. Exact, exact. Donc, on repart, le client quitte le concessionnaire, mettons un suivi classique. Oui. Premier courriel, merci monsieur, live on the spot. Deuxième courriel le lendemain, essayez de rajouter. Le deuxième, ce serait un appel. Le lendemain, c'est un appel. Un appel. Après ça, on va tomber dans le courriel. Ce qu'on veut faire, en fait, la logique derrière notre cédule de suivi, c'est, je reviens au fait que 50% des gens vont acheter comme en dedans de 5 jours. Ouais. Donc, on est très, très, très serré au niveau du suivi. Jour 1, 2, 3, 4, 5, c'est intense. C'est là le nerf de la guerre. Là. Et tranquillement, pas vite, ben, ça va s'étirer avec le temps et on va y aller de façon, encore une fois, complémentaire. C'est pas si offensif d'envoyer un courriel, mettons, aux 20 jours, mais d'avoir un appel ou deux parsemé là-dedans, un texto ici et là. Encore une fois, je me remets conseiller des ventes. Ma mission, c'est si tu penses voiture, il faut que tu penses à moi. Si tu penses à la marque que je représente, j'ai 1% de chance que je te vende une voiture. Ouais. Si tu penses au garage dans lequel je travaille, ben c'est peut-être moi ou un de mes 5, 10, 15, 20 collègues aux ventes. Ça arrive là, que le monde se représente juste « Ah, je passais, puis finalement, je vais le prendre. » Exact. Il faut que je split ma commission avec, 100%. avec Georges. Puis, Fait que ça aide pas plus. Ce qui m'aide, moi, ce qui me paye, moi, en tant que vendeur, mais c'est que quand tu penses auto, tu penses pas à marque, groupe, concessionnaire, mais tu penses à moi. Ouais. Donc, ma job, mon suivi, c'est de m'assurer que quand tu penses auto, tu penses à moi. Fait que c'est de te suivre d'une façon poli, à valeur ajoutée, de toujours t'envoyer Ah, regarde, j'ai telle promotion qui vient d'arriver. Mais pas uniquement se baser sur les promotions, ça aussi, ça vient. Envoie pas une promotion à chaque mois. Non, parce que la promotion change non. à chaque mois. Là. Et si quelqu'un dit, écoute, je pars en voyage 2 mois, mais là, c'est plus possible. Mais mettons, je m'en vais à Joliette une semaine, ben appelle-le pas tous les jours pendant qu'il est en vacances. Ça fonctionne pas, là. Donc, c'est une question de doser et d'y aller selon les interactions qu'on a. Et justement, avec un CRM, peu importe celui qu'on utilise, ça nous permet d'ajouter des notes qui nous permettent de reprendre le dossier où il était puis de l'avancer. Ouais. On en rencontre du monde dans une journée. Ouais. Et quand je commence les formations avec les vendeurs, je leur demande tous, OK, j'aimerais savoir ce que tu as mangé pour déjeuner il y a 4 jeudis. Go. C'est assez incapable de te le dire. C'est intime. Je prends de quoi? Je le mets dans ma bouche. Il n'y a pas plus intime que ça. Fait que dis-moi à qui tu as parlé, qu'est-ce que tu lui as dit, genre, il y a 2 jours, en avant-midi. Encore un silence radio, ça. Exact. Donc, d'où vient l'importance, peu importe le domaine dans lequel on œuvre, d'avoir justement des outils qui nous permettent de garder ces notes-là en place. Les vrais vendeurs professionnels, peu importe le domaine, l'ont toujours fait. Il y avait leur petit Rolodex, leur carte, leur cartable. Ils t'appelaient, ah ouais, prends toujours ton café noir, go. Là, comment va ton fils Thomas? Exact. Tournoi de hockey s'est bien passé. Ça change tout. Ça change la tout. Personnalisation, puis la petite attention fait
une différence énorme. Bien, une chose que la majeure partie des gens ont en commun, c'est que, tu sais, on aime se sentir spécial dans notre propre vie. Parce qu'on n'est peut-être pas, moi en tout cas, je suis pas spécial dans le monde, mais j'aime ça être spécial dans ma vie. Donc, si quelqu'un peut me faire sentir comme ça, il y a des fortes chances que quand viendra le temps de faire une acquisition, c'est avec cette personne-là que je vais le faire. Donc, c'est dans la fondation de ce qu'on veut faire, mais pour nous, nos clients sont spéciaux. Tu sais, on a dépensé des sous pour en attirer, mais une fois qu'ils sont avec nous, ou uniquement qu'ils nous laissent la chance de faire notre métier, c'est une réelle opportunité et c'est pas être pris à la légère. Comme tu disais tantôt, la personne te consacre du temps. Exact. C'est du temps qu'elle pourrait passer avec sa famille, qu'elle pourrait passer à jouer à son hobby préféré ou faire ce qu'elle veut. Puis elle passe avec toi. Là. Exact. Et dans notre cas, surtout dans le cas de l'automobile, on est toujours dans les palmarès de gens les plus en confiance. On est toujours dans le fin fond de la liste. Que quelqu'un nous consacre du temps, c'est excessivement précieux. Pas mal sûr que les gens ont plus confiance en leur drug dealer que la majorité des gens dans l'automobile. C'est fou à quel point c'est mal perçu encore aujourd'hui. C'est triste, mais effectivement, c'est voué à changer. C'est mérité. Il y a eu des abus dans notre domaine avant notre temps. C'était peut-être pas un domaine génial, mais aujourd'hui, avec l'information qu'on a tous à la portée de nos doigts, il faut qu'on remonte dans l'estime des gens. On ne peut que confirmer ce qu'ils ont vu, pas vu, leur proposer des alternatives, mais toute l'information est là. Et on ne prend pas ça pour acquis non plus. Ça fait partie de respecter le temps des gens. Non, je suis bien d'accord. En tout cas, j'espère que c'est en train de changer. Je pense que oui, c'est en train de changer. Parce que moi, j'y vais un par un. Autour de moi, j'essaie de parce que souvent, les gens sont comme « Ouais, mais non, mais il a essayé la fameuse phrase « Il essaie de me crosser. » Si on met pas de gants blancs, là. Je suis comme « Ben non, tu sais. Ouais, mais là, sur le site, il est à 359 puis il a essayé de me le vendre à 362. » Oui, mais sauf que, tu sais, il faut se comprendre la dynamique de le manufacturier fait des promotions à ce prix-là, des fois, pour le modèle de base et compagnie, il reste rien dans le véhicule. Rien du tout. Là, il peut même pas te donner un tapis. C'est pas qu'il veut pas t'en donner un tapis, c'est qu'il peut pas te donner des tapis. Il a juste pas cette marge-là parce que le manufacturier, lui, il veut pomper des chars. Mais le concessionnaire, lui, doit faire une marge de profit par véhicule. Fait que c'est... La meilleure exemple que je dis, c'est ça arrive souvent que tu rentres à ta job et que tu dis « Hey, aujourd'hui, gars, boss, paye-moi pas. C'est sur moi, ça me dérange pas. Je te la donne, celle-là. » Ça arrive pas. Fait qu'un vendeur, ben, crime, ça paye, vient de là. Fait que quand tu l'expliques, souvent, les gens comprennent, mais... Puis que c'est plus les mêmes marges de profit que v'là 10 ans, justement. Non, les marges sont certainement pas ce qu'elles étaient. Et je veux dire, j'ai commencé il y a quand même 25 ans. Et déjà, les marges n'étaient pas ce qu'elles étaient. Mais c'est une des choses qui différencie le groupe Spinelli, d'ailleurs, c'est qu'une de nos valeurs vraiment fondamentales est la transparence. Donc, c'est inconcevable que tu aies vu quelque chose en ligne, à moins que ce que tu aies vu, tu n'aies pas lu qu'il y a une mise de fonds, les taxes ou quoi que ce soit, et qu'en concession, ça soit plus cher. Ça peut pas fonctionner. C'est, encore une fois, les gens vont faire leur devoir avant. De ne pas prendre ça en considération dans nos processus de vente, c'est vraiment d'abuser de ces gens-là. Ça fonctionnera pas de toute façon. Non, c'est pas une bonne pratique. Non. Et je veux dire, on est en affaires depuis plus de 100 ans, tout près de 100 ans pour cette raison-là. On traite nos employés d'une façon qu'ils sont contents pour faire des gens heureux. Mais tout le monde travaille dans la transparence. C'est vraiment... C'est passer le suivi. Si tu n'as pas parti sur le pied de transparence, ça ne fonctionnera pas. Effectivement. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Puis ce que je disais plus tôt, c'était... quand je vendais des véhicules, puis les gens m'arrivaient avec cette objection-là, par exemple, là, que ouais, mais là, il me semble que c'était moins cher sur Internet. Écoute, ici, on le vend à ce prix-là. Moi, je te le vends à ce prix-là. Je peux aller voir si on peut faire quelque chose et compagnie, mais j'étais extrêmement transparent sur combien je vais faire de commission. Je leur disais, à ce prix-là, là, gars, je vais faire
250 $, c'est pas grand-chose, c'est correct. C'est ça ma job. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait que je fasse 250 $ de commission? Oui ou non? En général, les gens disaient oui. Ben oui, OK, c'est correct. Là, tant que tu mets un montant qui faisait du sens, tu faisais des transactions qui faisaient du sens, si tu es transparent, ça fonctionne. Puis que tu le vendes un peu plus cher ou que tu le vendes au prix qui est affiché par le manufacturier, peu importe, le principe reste le même. Si tu es franc puis transparent avec le client, souvent les gens étaient. Quand je m'achète des souliers ou je m'achète de quoi, je m'attends à ce que tu fasses une marge de profit sur ce que j'achète. C'est normal, t'es une business, il y a un travail qui a été fait au travers de ça. Là, mais la tristesse, c'est qu'on est un des seuls domaines encore à être comme négociable. Ouais. Ça devrait changer. Là, c'est fou. Ça devrait être un prix pour tout le monde. Puis ça devrait l'être. Mais encore une fois, je suis surpris que tu puisses aller partager aux gens « Hey, regarde, je vais faire tant » et qu'ils t'aient cru. Mm-hmm. Parce que souvent, quand la discussion va là, et je prône pas qu'on amène la discussion là, mais les gens disent non. Je le sais que tu fais tant, puis tu vas faire ci, puis le concept de ce qu'on fait ou ce que les gens perçoivent que l'on fait est démesurément plus élevé que ce qu'on fait. Tu sais, quand je parle à des gens froidement, des gens d'affaires, je leur dis le modèle du concessionnaire automobile est un modèle sur papier complètement farfelu. On met des immeubles de dizaines de millions de dollars. On gère des inventaires de millions et de millions de dollars, des 10, 15, 20, dépendamment des concessions de millions de dollars. Et si tout va merveilleusement bien, on souhaite faire genre 2% de net sur vente. Ouais. C'est beaucoup de risques pour peu de possibles retours. Énormément d'investissement, effectivement. C'est un peu insensé, mais d'un autre côté, c'est un domaine qui emploie plein de gens. C'est un domaine qui est archi le fun. On parle à des gens constamment, mais mathématiquement, la perception de ce qu'on fait quand on vend une voiture puis ce qu'on fait réellement, c'est... Mais souvent, comme on disait tantôt, les gens n'ont pas la notion que tu vas dépenser une couple de millions par année en marketing, là, en exact. Digital, juste pour apparaître quelque part, juste pour être là, pour que tu penses à aller là, parce qu'il y en a tellement, surtout aujourd'hui, il y a tellement de compétition, il y a tellement de choix qu'à un moment donné, le consommateur veut pas, il est perdu. Là. Tu demandes à ma blonde, hey, tu veux t'acheter quoi demain? Elle est mêlée comme un jeu de cartes. Là. Elle n'a aucune idée où est-ce qu'elle s'en va, où est-ce qu'elle magasine en premier, où est-ce qu'elle regarde, où est-ce qu'elle va voir. Elle n'a aucune idée. Elle ne connaît pas. Il y a tellement de modèles, tellement de choses. Puis il y a tellement de moyens aussi. Je veux dire, il y a tellement de sites tierces manufacturiers. T'es-tu sur le site du dealer ou t'es sur le site du manufacturier? T'es-tu dans le tier 2 en milieu ou est-ce que t'es dans celui de l'association? C'est comme, c'est mélangeant, effectivement. Il y a beaucoup de trucs. Donc, effectivement, on met tellement d'efforts justement à attirer les gens vers nous que de penser que ça se fait là ou jamais, c'est pas une pensée qui devrait être acceptable. Ouais. Oui, il faut essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Oui, quelqu'un s'est déplacé aujourd'hui. Il y a sûrement une intention qui est très positive là-dedans. Mais pour X raisons, il n'achète pas aujourd'hui. Il faut être là demain, après-demain, et jusqu'à temps qu'il achète. Ça, c'est la clé. C'est là où on va ramasser, sans dépenser plus d'argent, rentrer plus de leads ou faire quoi que ce soit. Ouais. C'est là qu'on va chercher ce qui manque à chaque mois pour atteindre les objectifs. C'est la clé. D'accord. Puis, dans la séquence qu'on parlait un peu tantôt, si on essaie de continuer le courriel d'après, aussitôt qu'il quitte la concession, ensuite un appel le lendemain, qu'est-ce que toi tu proposerais après pour la séquence idéale de suivi, mettons, pour le processus idéal? Le processus idéal doit s'adapter à chaque point de contact. Donc, mettons que, OK, non, j'ai pas de nouvelles questions, la vie est belle, bien là, peut-être que 2 jours plus tard, tu peux envoyer un genre de « Why buy from us ». Tu sais, les avantages. Pourquoi nous? Pourquoi pas ailleurs? Pas une promotion, pas un deal, mais pourquoi que ça serait une bonne idée de faire affaire avec moi chez nous? Avec toi ou avec Spinelli, par exemple? Les deux. Les deux. Moi, en tant qu'individu, les avantages de faire affaire avec nous, on en a plusieurs. La garantie du meilleur prix. On a 1001 avantages. Les voici. Tu peux les consulter. Voici des liens à chaque avantage que tu puisses le lire en détail pour pas, encore une fois, avoir un texte trop volumineux. Ouais. Fait que là, on va y aller de là.
Puis là, c'est sûr que dans tout bon CRM, on sait ce qui est lu, ce qui ne l'est pas. Ouais. Ça, c'est magique. Hein, quand tu découvres ça change tout. jour, Hein? Là. C'est un peu la fonction stalker de chaque CRM. Tu sais, quand quelqu'un lit et t'appelle, Ouais. je t'ai envoyé un courriel. Je sais pas si tu as eu la chance de le voir. Il faut pas que tu dises, je le sais que tu l'as vu hier, mais ça nous donne la porte d'entrée encore une fois pour un autre appel. Surtout si on voit qu'il y a des click-through. Ils vont voir la fiche détaillée de la voiture ou les plans de financement ou les plans de garantie. Mais là, on sait que l'intérêt est plus poussé qu'il l'était peut-être. Et la prochaine étape doit découler de là. Est-ce que tu as reçu mon dernier message, un petit texto? Hey, en passant, je viens de recevoir le véhicule dans telle couleur que tu voulais voir. As-tu du temps pour venir le voir? Ouais. Tu sais, parce que le suivi, en théorie, ce que ça va vendre, c'est un rendez-vous. Ouais, c'est ça prochain rendez-vous pour l'achat. Exactement. Exactement. Fait que tout est une question de tailler à chaque étape basée sur ce qui s'est passé. Maintenant, une cédule est toujours basée sur le fait que quelqu'un ne nous répondra pas. Fait que quand tu développes ta cédule de suivi, il faut que tu te dises en tant que gestionnaire ou en tant qu'entreprise, bon, si personne ne me répond jamais, je parle dans le vide, mais je veux quand même prendre la chance de communiquer avec eux. Il faut que je sois en mesure d'envoyer quelque chose qui est acceptable pour moi. Donc, est-ce que c'est des courriels périodiques avec des textes temporels? Ça fait une semaine qu'on s'est parlé. Qu'est-ce qui se passe? As-tu des nouvelles? J'ai des nouvelles. Peu importe. Est-ce que c'est un appel à l'occasion? Mais encore une fois, il faut que tu bâtisses ta traque, si tu veux, avec la notion, si tu me réponds jamais, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est de l'harcèlement? Est-ce que c'est négligent? Parce que je préférerais perdre personne, mais je vais toujours préférer perdre un client parce que j'ai trop suivi que parce que je n'ai pas suivi. Ouais, qui disent, écoute, ça commence à être fatigant, je suis pas intéressé. Ça, c'est mieux que de ne pas l'avoir essayé. Tu sais, j'ai acheté la semaine passée, là. Ouais. Great! Super! Fait que je préfère courir la chance d'être un petit peu trop présent que de ne pas être assez présent. Totalement d'accord. C'est ça qui est vraiment... Encore une fois, il y a plein de réticences à faire le suivi. Un, c'est la volonté. Ça me tente pas. Je suis tellement bon qu'il aurait dû acheter anyways. Il n'a pas acheté, ben bye. Il va en avoir d'autres. Puis... exact. Le dealer dépense une fortune pour me rentrer du monde. On fait une vente privée la semaine prochaine. Ouais, ça va faire de l'argent. Super. La prochaine semaine, c'est pas grave. L'autre, c'est je sais pas quoi dire. D'où vient l'importance de la formation, de l'encadrement, d'avoir justement des scripts, des textes préparés que pas à lire de façon robotique, mais à s'inspirer. À se mettre en bouche. Juste dire... Exact. Avoir une certaine ligne directrice. Un flow, dire, regarde, je devrais aller vers là si c'est... Tu sais, parce que l'inconnu, c'est pas évident. Puis ramasser un téléphone sans savoir quoi dire... c'est atroce. Là. C'est très lourd. Personne ne veut vivre ça. Là, non. Surtout si l'horreur arrive, ils répondent. Ouais. Ouais, parce que souvent, tout ce que le monde souhaite quand ils font leur suivi, c'est que le monde ne réponde pas. Là. Exactement. Puis ils disent, OK, je l'ai appelé 5 fois, il n'a jamais répondu. Puis, laissez message, ne t'inquiète, j'ai laissé un message. Donc, c'est vraiment important d'encadrer le suivi. Et, ma recommandation, c'est toujours que 2 têtes valent mieux qu'une. On le fait avec les TO, on le fait à revoir des deals. Pourquoi qu'on ne rencontre pas nos gens quotidiennement puis revoir ce qu'ils ont à suivre aujourd'hui puis dire, bon, ça marche, ça marche pas. Hey, lui, moi, le directeur, je vais l'appeler. Pour toi, parce qu'on est rendu là. Ouais. Ça non plus, c'est pas une étape évidente à franchir. Là. Puis ça, là, je suis tellement content de te l'entendre dire. Là. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est quelque chose qui était dans le concessionnaire où j'étais quand j'ai commencé. Le seul concessionnaire où j'ai travaillé, en fait. Quand je suis rentré, c'était une mentalité vraiment plus macho, mettons, tu sais, vraiment vendeur. Hey, tu closes tes propres deals, tu fais tes affaires. Ton directeur ne viendra pas, genre, closer tes deals pour toi. Mais la traque de vente était faite dans le sens que le vendeur n'avait pas de chiffres, pouvait pas sortir des chiffres, donc tu devais juste présenter les prix. Mais si tu n'as pas de power du tout, mais t'as clairement. Pas de support aussi. Exact, mais tu sais, dans ma tête, c'est clair que si le client sent que c'est pas moi qui gère les chiffres, bien,
il veut faire, tu sais, si le directeur se déplace, ça va mettre du poids à la transaction, de la valeur à la transaction, ça va mettre de la notoriété à la transaction. Le client va se sentir d'avoir fait une belle transaction, tu sais, ça va donner vraiment un bon vibe. Mais c'était vraiment plus axé vers le non, tu sais, gars, les gars ici, ça close leur propre deal. Va y dire ça, vas-y. C'est ça, exact. Mais je comprends qu'il y a un bout qu'il faut que tu fasses ça, mais moi, j'abusais de mon directeur. Là. Puis au début, t'es comme, ben là, mais tu sais, t'es capable de closer tes deals, t'es un bon vendeur. Je suis comme, non, mais moi, je suis convaincu que c'est mieux pour la transaction. Le client va mieux se sentir au travers de tout ça, va sentir qu'il va avoir une meilleure transaction. Puis ça a commencé à être vraiment plus populaire. Là, on a commencé, moi, il venait closer tous mes deals, là, ou la majorité de mes deals, à moins que le gars arrive avec la carte de crédit dans les dents, là, tu sais. Mais c'était important que le directeur s'implique dans la transaction avec moi, surtout avec la façon dont était montée la track, tu sais. Puis que le directeur s'implique dans le suivi, c'est le summum du summum, là, tu sais, c'est un autre volet archi important. Nos CRM, peu importe lequel qui est utilisé, sont malheureusement pas dotés de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Donc, la track ne s'adapte pas à la dernière note que tu as écrite. Tu sais, si tu as écrit « veut être rappelé dans 2 semaines », si la prochaine chose à faire vient demain, elle vient demain. Ouais. Donc, de ne pas revoir ça avec quelqu'un, ça peut créer des frustrations. Tu sais, si ton vendeur a un paquet de trucs à faire, puis il n'y a rien de ça qui est pertinent, c'est là aussi que l'autre enjeu arrive, on le démotive. On lui demande de faire des choses qui n'ont juste pas rapport. Donc, un gérant ou un directeur moderne, selon moi, a l'obligation de s'impliquer là-dedans. J'adore ça. Et tu sais, à un moment donné, je me mets vendeur, j'ai fait ma job, j'ai appelé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, j'arrive nulle part. Est-ce que mon directeur qui appelle dit, regarde, je sais que tu as rencontré mon vendeur, je sais ce qui s'est passé, j'aimerais ça de vendre une voiture, qu'est-ce qui manque? Tu peux me le dire, je suis directeur. Est-ce que c'est lui? Ouais. Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est quoi? C'est nous? C'est où est-ce qu'on est situé? Je sais pas. Mais dis-moi-le et je vais essayer de t'aider. Ouais. Puis juste le fait que ça soit un directeur, c'est même pas obligé d'être le vrai directeur. Ça peut être quelqu'un assis dans le coin du concessionnaire qui se fait passer pour le directeur. Le principe que le directeur prenne le temps d'appeler le client va se sentir spécial, comme on parlait tantôt. Exact. Tu veux te sentir spécial dans ta propre vie, dans ton propre processus mental, dans tes décisions. Tu veux sentir que le monde a envie que tu achètes un véhicule-là et compagnie, puis le fait que le directeur s'implique, ça vient corroborer tout ça. Là. Bien, ça, ces rencontres-là, on les faisait quotidiennement. Bien, dans tous les concessionnaires où j'ai été employé, c'était une routine religieuse. Mm-hmm. Et le nombre d'appels de suivi que j'ai fait moi-même en tant que directeur des ventes, directeur général, est innombrable et incontable. Et ultimement, je travaillais de concert avec mes vendeurs pour pouvoir justement générer des rendez-vous, générer des ventes et encore une fois, renchérir l'importance de faire un suivi approprié. Ouais. Donc, ça mettait un genre de double pression. Mais là, si lui, il le fait, peut-être mieux de le faire. Tu montres l'exemple. Ben, c'est un peu comme aller bouger les autos dans la neige. Là, tu sais. Ouais. Quand le gérant sort bouger les autos, tu te sens mal en tant que vendeur d'être bien à côté dans ta chaise à dire je suis tu sais. Il faut que tu y ailles. Fait que, somme tout, ça ressemble pas mal à ça. Mais je pense que ça vient beaucoup. Puis je suis content d'entendre quelqu'un le dire puis d'entendre que ça se fait à certains endroits. J'avais pas entendu des gens m'en parler. Peut-être que ça se fait ailleurs, mais j'en avais jamais parlé avec les gens. Mais je suis content vraiment de savoir que ça se fait. Mais je pense que si c'est pas encore le cas, je pense que c'est en transition, tant mieux. Je pense que c'est vers là qu'il faut que ça s'en aille. Mais c'est sûrement que j'imagine que certains directeurs, une fois assis dans la chaise des directeurs, lui, il a tellement travaillé tout seul et fait ses suivis tout seul et pas eu d'aide parce que c'était l'ancienne façon de fonctionner. Là, ça a toujours été comme ça avant. Fait que maintenant, quand il se retrouve dans la chaise du directeur, fait comme, hey, gars, moi, j'ai fini enfin de faire des maudits suivis, puis des appels, puis des cold calls, puis des ci, puis des ça. Fait qu'il s'enlève de cette job-là. Je mets au défi tous et chacun de regarder leur organigramme puis juste leur virer de bord. Mm-hmm. En fait, le plus haut que tu es là-dedans, ton rôle, c'est de donner le support aux gens avec qui tu travailles, qui donnent le support et ainsi de suite. Donc, ultimement, les gens les plus importants, c'est les gens qui font les interactions. Mm-hmm. Fait que si tu ne supportes pas,
après ça, tu peux pas nécessairement leur dire, mais là, tu n'as pas vendu assez d'auto. Ça ne fonctionne pas, ça. Totalement d'accord. Il faut créer un climat et un environnement d'imputabilité, mais de coopération aussi. Exact. Je vais t'aider à y arriver, mais il faut que tu fasses ta part, mais je vais certainement t'épauler à 500 Ah ouais, c'est un travail d'équipe à la fin. Là. Exact, exact. Écoute, Charles, merci beaucoup. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on parle. Je suis vraiment heureux d'avoir abordé le sujet des suivis. C'est quelque chose qui moi, me tient à cœur dans l'entreprise. Puis je pense que beaucoup de concessionnaires ont à s'améliorer sur ce point-là. Je suis vraiment heureux d'entendre que chez Spinelli, ils ont quelqu'un comme toi à la tête des opérations. Je pense que tu es une personne qui va les amener loin, qui a déjà fait un bon bout de chemin, mais qui va continuer à les amener loin. Merci beaucoup de ta présence et bonne chance pour le reste. Merci de m'avoir accueilli. Puis cheers. Merci. Cheers. À la prochaine. Salut.